Bonjour à toutes et à tous. On vous remercie d'être présents, à ce webinaire. En introduction, je vous prie de m'excuser, hein, exceptionnellement sur ce webinaire, je ne pourrai pas mettre la caméra parce que je rencontre des problèmes de connexion et pour assurer la continuité, voilà, de l'animation, je préfère éviter, la caméra. Bonjour à toutes et à tous, hein, et bienvenue dans ce webinaire, qui s'inscrit dans le dispositif d'accompagnement des établissements de santé en vue de l'arrivée de la vague 2 du Ségur du numérique en santé. Ce dispositif d'accompagnement, donc il a vocation, hein, à prendre le temps de vous présenter le contenu de la vague 2 sous un angle fonctionnel, de manière en fait à vous permettre, vous, établissements de santé, hein, de connaître les évolutions fonctionnelles qui vous seront proposées par vos éditeurs de DPI et de PSI. Ces webinaires ont aussi pour objectif de vous mettre en visibilité, hein, des chantiers qu'il faudra préparer en interne établissement de santé, même si côté éditeur, effectivement, ils sont très mobilisés pour travailler sur les évolutions logicielles. On met un point d'honneur aussi dans ces webinaires à vous remettre en visibilité le fait qu'il y a un certain nombre de chantiers techniques et organisationnels qui vous incombent et qu'il faudra travailler en amont de la vague 2 pour vous permettre d'accueillir dans les meilleures conditions possibles cette vague 2. Donc, plusieurs webinaires thématiques, hein, ont déjà été proposés en répondant aux objectifs que je viens de vous citer et sont disponibles sur la page de l'ANS et on reviendra sur ces webinaires en fin de webinaire. Donc aujourd'hui, hein, nous consacrons le webinaire sur le sujet de l'authentification forte des professionnels de santé qui constitue un prérequis pour mettre en œuvre le mode R simplifié. Alors, en termes d'intervenants sur ce webinaire, donc nous avons le plaisir d'avoir la délégation au numérique en santé à travers la présence de Jean-Baptiste Milone, donc qui se joindra à nous en cours de webinaire et qui est directeur du pôle référentiel et services socles. Nous avons également Clara Morlière, qui est directrice de programme et qui intervient sur la partie hôpital et qui fait également partie de la délégation au numérique en santé. Et côté ANS, pour ce webinaire, donc nous sommes 3 intervenants, donc Florian Cato qui est présent avec nous et qui est directeur de programme, Nolwenn François qui est experte établissement de santé et qui fait partie de la Task Force Hôpital Ségur et moi-même, Inès Guil, qui suis responsable de mission et également partie prenante de la Task Force Hôpital Ségur. Alors, en termes de règles, hein, de bonne conduite, très rapidement, parce que je suppose quand même que vous les connaissez. Par défaut, on vous a coupé effectivement vos micros et vos caméras pour, voilà, pour nous permettre de passer en fait les planches plus aisément. Mais bien entendu, l'idée, hein, c'est vraiment d'introduire dans ce webinaire des moments d'échange. Si vous avez des questions-réponses, on vous demande de privilégier le chat et on regardera tout au fil du webinaire pour répondre à vos questions de manière écrite. Et on prendra également certaines d'entre elles à l'oral à des moments dédiés. Et bien entendu, si vous souhaitez poser vos questions à l'oral, vous en aurez la possibilité en levant la main au moment où on vous invitera à poser vos questions-réponses. Alors, en termes d'ordre du jour, donc on fera un rapide rappel des enjeux de la vague 2 du Ségur numérique en établissement de santé, hein. Si vous êtes accoutumés à nos webinaires, je pense que vous connaissez maintenant par cœur cette partie, mais pour ceux qui arriveraient voilà, maintenant, c'est important de rappeler dans quel contexte institutionnel on s'inscrit. Ensuite, donc on entrera dans le vif du sujet en parlant de l'authentification double facteur, ce que c'est et ce que ça implique en termes de préparation pour les établissements de santé. Ensuite, on reviendra sur le mode R simplifié sans rentrer dans le détail de ce mode-là, hein, puisque un webinaire ce mode a fait l'objet d'un webinaire le 24 septembre dernier, mais il nous semblait quand même important de remettre en perspective pourquoi l'authentification double facteur est important pour vous, parce que c'est un prérequis à la mise en place du mode R simplifié. Et on parlera également de ProSanté Connect. Et enfin, en dernière partie, on vous rappellera l'ensemble des outils qui sont à votre disposition pour vous accompagner dans la préparation de la vague 2 à l'hôpital.
Alors, si vous êtes un habitué des webinaires, comme je le disais, hein, vous devez connaître très certainement par cœur cette planche. Néanmoins, il nous semblait quand même important de vous rappeler brièvement ce que c'est que le Ségur du numérique dans laquelle s'inscrit la vague 2 hôpital. Donc, le Ségur du numérique en santé, hein, c'est une politique publique portée par le ministère de la Santé et qui vise à accélérer le partage et l'échange de données de santé en développant les usages des services socles que sont l'identité nationale de santé, donc l'INS, le DMP et la messagerie sécurisée de santé. Et donc pour ce faire, hein, une stratégie en 3 temps a été mise en place. Donc un premier temps qui a permis de doter tous les assurés sociaux d'un profil Mon Espace Santé à travers le système de l'opt-out. Un deuxième temps qui a permis d'alimenter massivement l'espace documentaire de Mon Espace Santé, autrement appelé les DMP, en créant hein, les conditions techniques et organisationnelles facilitant cette alimentation massive. Et donc ça, c'était l'objet de la vague 1 dans laquelle vous avez été très certainement embarqué. Et un troisième temps dans lequel on se trouve actuellement et qui vise à faciliter l'accès à l'information contenue dans les profils Mon Espace Santé. Et donc, ce troisième temps, bien, ça correspond à la vague 2. Et donc, la vague 2, en termes de fonctionnalité pour l'hôpital, elle vise à soutenir les évolutions logicielles de DP et de PFI pour permettre aux établissements de disposer de fonctionnalités qui permettront aux professionnels de santé une facilitation de la consultation de l'information disponible dans Mon Espace Santé, faciliter l'intégration des documents médicaux reçus par messagerie sécurisée de santé, mais également faciliter l'intégration des documents qui sont contenus dans le DMP vers les DPI. Et enfin, renforcer la sécurité des systèmes d'information et en l'espèce des dossiers patients informatisés. À ces 3 grands objectifs fonctionnels s'ajoute un dernier objectif qui consiste à améliorer les fonctionnalités clés de la vague 1 issues du retour d'expérience constaté sur le terrain, en particulier en matière d'interopérabilité et en l'espèce la capacité notamment des DPI et des PSI à communiquer plus aisément en standardisant des flux d'interopérabilité à travers, par exemple, le flux HL7V2. Voilà. Donc, là, l'objet, hein, c'est pas de rentrer dans le détail de chacune de ces fonctionnalités. On a fait des webinaires sur ces grands blocs fonctionnels et du coup, je vous invite à aller sur la page de l'ANS où vous trouverez tous les webinaires. Mais on s'est attaché sur ces webinaires vraiment à vous présenter le contenu de la vague 2 sous un angle fonctionnel. Voilà. Alors, le soutien des évolutions logicielles, eh bien, il passe par un dispositif qu'on appelle SONS, qui est le système ouvert et non sélectif, et qui est une mécanique en fait par laquelle l'État vient acheter une prestation de mise à jour logicielle auprès d'un industriel, dont le logiciel donc, a été préalablement référencé auprès de l'ANS, pour le compte d'un établissement de santé ou d'un professionnel de santé. À côté de cette mécanique financière destinée aux industriels, on a mis en place des mécaniques d'incitation à l'usage à travers les programmes de financement. Et donc, sur la vague 1, ce programme de financement a pris la forme du programme SUNES qui est terminé maintenant. Si on revient sur le SONS, eh bien, ce financement, hein, il est attribué à l'industriel en contrepartie donc, de la réalisation effective d'un certain nombre de choses, et en particulier d'une prestation dont le contenu, les conditions de réalisation et les prix sont définis réglementairement à travers des arrêtés. Et donc, les industriels sont libres de s'engager dans ce dispositif, comme d'ailleurs vous, hein, vous êtes libre ou non de souscrire à la mise à jour proposée par les éditeurs. Concernant la vague 2, donc on a eu vraiment un engagement fort, à l'instar de la vague 1, hein, on a un engagement fort des industriels, hein, de DPI et des PFI, qui souhaitent rentrer dans la vague 2 et qui travaillent actuellement pour faire évoluer leur logiciel afin d'être référencés par l'ANS vague 2 Ségur. Et on a d'ailleurs déjà un premier dispositif PFI qui est référencé vague 2. Alors, d'un point de vue réglementaire, hein, le dispositif SONS, il est officiellement lancé depuis le mois de mai dernier. Et donc, ce dispositif SONS, il est régi par un cadre réglementaire qui prend la forme de 2 arrêtés
un pour la partie DPI, un pour la partie PFI, et qui sont disponibles, bien entendu, et publiés sur le site de l'ANS et que vous pouvez aller consulter. À ces arrêtés sont indexés des documents, des documents que sont le référentiel d'exigence minimale, les dossiers de spécification et de référencement et les arrêtés de financement qui sont des documents qui vont venir vraiment préciser d'un point de vue un peu plus opérationnel ce que recouvre la vague 2 pour la partie des pays PFI avec un point d'attention particulier sur le REM où vous retrouverez dans le REM la liste des exigences de manière unitaire de ce qui est demandé aux DPI et au PFI pour être référencé vague 2 et pour répondre du coup aux grandes fonctionnalités que je vous ai présentées en introduction. Vous avez également la base des établissements éligibles, qui est la base de référence dans laquelle on retrouve l'ensemble des établissements qui sont éligibles au dispositif SONS Vague 2 et qui sont classés par FINES PMSI. Ce qu'il faut que vous reteniez également de cette slide, c'est que aujourd'hui, la vague 2 est lancée plus que réglementairement parlant, puisque aujourd'hui, on a vraiment des éditeurs dont l'un d'entre eux, par exemple, a réussi à se faire référencer dernièrement. Donc voilà, donc aujourd'hui, on a beaucoup d'éditeurs qui continuent quand même à travailler sur leurs évolutions logicielles pour pouvoir se présenter au guichet de référencement de l'ANS. Et ça sera possible jusqu'à la moitié de l'année 2025. Et on le sait déjà, d'ores et déjà, des éditeurs qui ont pu peut-être se rapprocher de vous pour vous proposer des bons de commande. Donc, sachez que c'est possible. Et ils auront, du coup, entre maintenant et l'année 2025 pour proposer des bons de commande aux établissements de santé. Et on estime que les premiers déploiements, vague 2, débuteront en fait en début d'année 2025 et se poursuivront jusqu'à la moitié de l'année 2026. Donc voilà, donc 2025, ça va être vraiment la période charnière pour la mise en œuvre de la vague 2 à l'hôpital. Et enfin, vous pouvez aller sur le site de l'ANS pour identifier les éditeurs qui sont en cours de référencement et ceux qui obtiendront également leur référencement vague 2. Vous rappelez également du coup que la vague 2, ça englobe un certain nombre d'enjeux fonctionnels. Des enjeux fonctionnels qui adressent l'alimentation de mon espace santé en lien notamment avec ce qui a été écrit sur la vague 1. On a des fonctionnalités qui permettent d'assurer une gestion et un partage des documents de santé de manière facilitée entre le DPI, le DMP et la MSS. On a bien entendu le nerf de la guerre qui est incarné à travers la consultation du DMP de manière intégrée depuis le dossier patient informatisé. Bien entendu, un gros sujet, et c'est ce qui nous mobilise aujourd'hui, autour de l'authentification des professionnels de santé, qui est un préalable pour consulter le DMP. Un sujet autour de la gestion de la messagerie sécurisée de santé. Avec la nouveauté vague 2, c'est d'introduire la capacité en fait d'intégrer des documents dans les DPI qui sont dans la MSS dès lors que les INS sont qualifiés. Et Florian, je crois que ton micro est ouvert. Et un dernier bloc autour de la sécurité des systèmes d'information. Donc voilà la roadmap en termes de fonctionnalité sur la partie vague 2. Et on passe à la slide suivante. Voilà, dernière slide et après je laisserai, avant-dernière slide et après je laisserai la parole à Florian. Donc, ce que je vous disais en introduction, c'est que les premiers déploiements de la vague 2 sont estimés sur début 2025. Donc, début 2025, c'est demain. Pour autant, voilà, on a commencé à parler de cette vague 2 en termes d'accompagnement cet été. Et pour nous, il était important d'anticiper l'arrivée de la vague 2 à l'hôpital pour vous expliquer le contenu de cette vague 2 pour que vous puissiez être au fait des fonctionnalités qui vous seront proposées par les éditeurs, mais surtout et aussi vous mettre en visibilité le fait qu'on a pas mal de chantiers en interne établissement à préparer, des chantiers qui sont d'ordre technique, organisationnel et de change. Lorsqu'on regarde, donc on a effectivement des chantiers à préparer autour de l'authentification double facteur, autour du modèle simplifié.
autour des certificats DMP, autour de la messagerie sécurisée de santé. On a également des chantiers à préparer autour des impacts organisationnels qu'embarque en fait la consultation de mon espace santé. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le 25 novembre prochain, on organise le retour d'expérience finale de l'expérimentation consultation de mon espace santé en établissement de santé, de laquelle on tire quand même beaucoup d'enseignements, et en particulier le fait que la consultation, ça se prépare bien en avant de l'arrivée des outils, et notamment d'un point de vue organisationnel et accompagnement au changement vis-à-vis des professionnels de santé. Voilà. Donc voilà, par cette schématisation, on souhaitait vraiment vous mettre un point d'alerte sur le fait que les fonctionnalités vague 2 vont arriver, mais elles ne résoudront pas tout. Il faut en interne prendre le temps effectivement de préparer un certain nombre de chantiers qui sont techniques et organisationnels, et en particulier l'authentification forte des professionnels de santé. Et enfin, par cette schématisation, l'idée, c'était vraiment de remettre quelque part l'authentification double facteur dans le processus de consultation intégrée du DMP depuis les DPI. Et donc, ce qu'il faut que vous reteniez sur cette slide dans le cadre de ce webinaire, c'est que l'authentification double facteur au niveau local de l'établissement de santé, c'est un prérequis pour que pour que l'établissement puisse disposer, bénéficier du mode R simplifié, qui est en fait la modalité de consultation intégrée exigée par la vague 2 à l'hôpital pour les éditeurs. Et par la mise en place de ce mode R simplifié, eh bien derrière, les professionnels de santé pourront bénéficier d'un certain nombre de fonctionnalités de navigation dans le DMP de manière intégrée depuis leur DPI, fonctionnalités à valeur ajoutée. Et donc, par exemple, le fait de pouvoir savoir rapidement si le patient dispose d'un profil Mon Espace Santé ouvert, le fait d'identifier rapidement le nombre de nouveaux documents qui sont venus alimenter le DMP depuis leur dernière connexion, les types de documents qui sont venus alimenter, leur provenance, quel établissement a alimenté, quel service, voire quel professionnel de santé. Voilà, donc c'est un ensemble vraiment qui est important à avoir en tête, mais surtout c'est un ensemble en fait qui est vraiment interdépendant. Voilà, donc je pense que j'ai repositionné la problématique, et là où l'authentification double facteur se situe par rapport aux exigences de la vague 2, et notamment en amont du mode R simplifié. Et donc pour vous présenter ce qu'est l'authentification double facteur et ce que ça implique en termes de préparation pour les établissements de santé, je laisse la parole à Florian. Bonjour à tous. Effectivement, alors peut-être en guise d'introduction, c'est vrai qu'on utilise beaucoup ce terme d'authentification à double facteur. En fait, il faut comprendre que l'enjeu finalement est plus d'augmenter la qualité, le niveau de sécurité qu'on va mettre sur l'authentification des personnes qui vont accéder au DPI, et donc in fine au DMP derrière. Et donc, quand on aborde le sujet plus sous l'angle d'une sécurisation globale de la chaîne d'identification électronique des professionnels, étant entendu qu'effectivement, une authentification à double facteur, je dirais, c'est un petit peu le point final de cette chaîne d'identification. Mais s'il y a un message que je veux absolument que vous puissiez retenir au terme de ce webinaire, c'est que c'est avant tout un sujet organisationnel. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un sujet technique. Donc, c'est vrai que le prendre parfois sous l'angle d'un simple moyen d'identification à double facteur, on peut avoir tendance à aborder ça comme un sujet technique qui pourrait se résumer à il faut juste que je mette une carte entre les mains de mes professionnels et effectivement, je fais du double facteur. Mais en fait, l'enjeu n'est pas tant de ce simple authentification, c'est bien d'avoir une chaîne complète d'identification qui va correspondre à un processus global de gestion d'une identité numérique dans un système. Donc, quelque part, voilà, c'est un petit peu le leitmotiv, et en tout cas, ce que j'espère que vous retiendrez du message en sortie de ce webinaire, c'est d'aborder ce sujet avant tout comme un sujet d'organisation interne pour gérer les identités de vos professionnels exerçant dans vos structures respectives. Alors peut-être avant de rentrer dans le détail, il nous semblait important
de remettre bien se remettre d'équerre sur quelques définitions qu'on va souvent utiliser dans le jargon de l'authentification, de la chaîne d'identification électronique, de manière à ce que voilà, on soit tous bien alignés sur ces éléments de langage. Alors, typiquement, on va parfois utiliser le terme d'identification, d'authentification. C'est effectivement intimement lié. Quand on rentre un petit peu dans le détail, on va effectivement différencier la mécanique d'identification. Donc, identifier une personne, c'est effectivement communiquer ou recevoir un identifiant qui, a priori, correspond à une personne, ce qui permet de présumer que la personne physique dont on est en train de parler correspond à cette personne physique. L'authentification, en fait, ça va être le mécanisme qui va permettre d'apporter la preuve que la personne qui, effectivement, à l'autre bout du fil, si je puis dire, est bien celle qu'elle prétend être, pardon. Et donc, elle utilise bien l'identifiant qui lui appartient. Ensuite, on va également régulièrement parler de notion de fournisseur d'identité. Là aussi, on a tendance à raisonner par défaut, à se dire un fournisseur d'identité, c'est une solution technique. Et bien justement, non, un fournisseur d'identité, c'est vraiment ce qu'on met derrière un fournisseur d'identité, c'est une entité. Donc, c'est vraiment, ça rejoint un petit peu mon propos introductif autour d'une logique d'organisation, une organisation qui va dérouler des processus, qui va exécuter un certain nombre de processus pour gérer des identités qui vont aller de l'enregistrement d'une personne physique jusqu'à toute la mécanique de délivrance d'un moyen d'identification électronique qui va en fait correspondre à cette identité numérique qui a été enregistrée dans un système. On va également parler de fournisseur de services, donc qui vient effectivement au regard du fournisseur d'identité. C'est effectivement, on va avoir un certain nombre de services qui sont également exposés et gérés par une entité, qui vont pouvoir s'appuyer sur le fournisseur d'identité qu'on a évoqué juste avant pour finalement traiter les identités qui vont pouvoir accéder ou non à ce service. Donc, dans un schéma d'urbanisation un peu classique, on va distinguer les fournisseurs d'identité et les fournisseurs de services. Et puis, au milieu de tout ça, en fait, on va avoir des concepts de répertoire d'identité. Donc, comme son nom l'indique, c'est un annuaire de toutes les personnes, des personnes physiques ou morales qui vont effectivement être partie prenante du périmètre qui est géré par le fournisseur d'identité. Et à ce titre-là, on va retrouver des répertoires d'identité sectoriels, donc un répertoire d'identité tel que le RPPS ou le FINES qui a une portée nationale et qui va effectivement couvrir tout le secteur santé. Mais on a des répertoires d'identité également locaux. Chaque structure, finalement, en lien avec son système d'information, va gérer un répertoire d'identité. Donc voilà un petit peu sur ces différentes notions qu'on va être amené à réutiliser dans la suite de la présentation. Ça nous paraissait important de se redire les choses un petit peu clairement pour être aligné un petit peu sur ces concepts. En fait, tous les travaux là qu'on va évoquer, finalement, ils s'inscrivent dans un contexte réglementaire existant. Alors ça, pareil, ça va toujours bien en se le rappelant, en se le remettant en tête. C'est pas quelque chose qui arrive maintenant avec le Ségur Vague 2. C'est globalement, il existe depuis donc dans la PGSSIS, la politique générale des systèmes d'information de santé, un référentiel qui est relatif à l'identification électronique des personnes physiques, de son petit nom, le RIE, pour l'acronyme, qu'on utilise aussi régulièrement dans le jargon. Donc, c'est ce référentiel-là qui a été rendu opposable dès 2022. Alors, ce référentiel, c'est assez compliqué de résumer 40 ou 45 pages de référentiel en une seule diapo, mais je dirais ce qu'il faut retenir de ce contexte réglementaire, c'est que la vocation de ce référentiel, au moment où il est publié en 2022, c'est effectivement de définir en fait une trajectoire de renforcement progressif de la chaîne d'identification électronique dans les différentes structures qui gèrent des services numériques en santé dits sensibles. On reviendra dans la suite de la présentation sur la notion de service numérique sensible.
Sur ce référentiel d'identification électronique, comme on est effectivement sur une trajectoire au moment où celui-ci, sur cette trajectoire de sécurisation progressive, donc de l'identification électronique des professionnels de santé, il y a un jalon qui a été positionné au 1er janvier 2026 comme étant le jalon à partir duquel l'ensemble des accès des professionnels, enfin des utilisateurs des services numériques en santé dits sensibles devait se faire à travers un moyen d'authentification, ce qu'on appelle renforcé, ou en tout cas un moyen d'identification fort, en l'occurrence un moyen d'identification à double facteur, par différentes modalités. Pardon. Donc voilà un petit peu pour ce contexte réglementaire lié à ce référentiel d'identification électronique. Ensuite, peut-être se redire aussi, en fait, simplement, quand on parle d'authentification forte de 2 facteurs, on utilise le terme de 2FA. Voilà, pas plus tard qu'hier, je faisais une intervention, j'utilisais mécaniquement le terme de 2FA, et puis on m'a posé la question, mais ça veut dire quoi le 2FA? Donc, bon, c'est dit, ça va bien aussi de se redire un petit peu ce qu'on met derrière. Donc, l'authentification à double facteur, donc, effectivement, ça rentre dans ce qu'on appelle une authentification forte. En fait, ça va mettre en jeu, comme son nom l'indique, 2 facteurs d'authentification. Donc, dit autrement, aujourd'hui, une authentification simple, ce qu'on a peut-être plus l'habitude de voir sur le terrain, un login et un mot de passe. Donc, effectivement, on a un login qui est un facteur d'identification, qui est un identifiant, donc, qui règle le problème de l'identification. Par contre, l'authentification n'est garantie que par un seul facteur, qui est la connaissance du mot de passe par l'utilisateur. Donc, ce mot de passe constitue un premier facteur. Venir renforcer la mécanique d'authentification de l'utilisateur et donc essayer je dirais de traiter tous les risques d'usurpation, d'identité qui sont très souvent aujourd'hui dans les attaques qu'on voit qui sont vécues par vos confrères sur le terrain, sont souvent liées à des mécaniques de récupération du mot de passe qui permettent ensuite d'accéder au système et de procéder à des attaques cyber. Donc, la mécanique du deuxième facteur, c'est de venir rajouter un deuxième facteur d'authentification, soit en complément, ça peut être un complément du mot de passe ou ça peut être 2 facteurs autres. Ce qui est important dans cette logique-là, c'est que ça va être une combinaison de facteurs qui correspondent à trois catégories données: ce que je sais, ce que je possède ou ce que je suis. Donc, typiquement, dans la mécanique que j'évoquais juste à l'instant, ce que je sais, ça va être le mot de passe, mais ce que je possède, ça va être une carte physique qui va me permettre effectivement d'amener ce deuxième facteur d'authentification. Donc, effectivement, pour pouvoir se faire passer pour cette identité-là, ça veut dire connaître mon mot de passe, mais également disposer d'un deuxième facteur qui correspond, dans ce cas d'usage, à la carte physique. Ça peut également être une carte physique associée à un code PIN. Et donc, c'est là, en l'occurrence, 2 facteurs qui sont portés, puisque je dois posséder la carte, mais je dois également connaître le code PIN associé à cette carte. Donc, voilà un petit peu pour remettre en visibilité ce qu'on met derrière ces 2 facteurs et les différentes combinaisons possibles qui sont possibles dans ce contexte-là. Évidemment, quand on parle de chaîne d'identification électronique, vous comprenez bien, c'est le petit warning ici, c'est que forcément, ça veut dire qu'on identifie et on authentifie personnellement chaque utilisateur. Et il est dans ce contexte-là plus du tout envisageable d'envisager des comptes génériques qui permettent d'accéder au système, puisque l'enjeu, c'est bien d'identifier personnellement, donc de manière très claire, chaque personne physique qui va accéder à un système. En termes je dirais, de cas d'usage, évidemment, on pense principalement aux accès aux services numériques dits sensibles, hein, donc
on est là en l'occurrence sur un webinaire autour de l'accès au DMP en mode R simplifié. Donc, on répond tout à fait à ce cas d'usage, mais on voit aussi que l'authentification forte, elle peut être portée dès l'accès au poste de travail des utilisateurs, à des accès et également à des accès à des services extérieurs au système d'information. Voilà, l'authentification forte, globalement, dans les différents cas d'usage qui sont couverts aujourd'hui. Et pour terminer un peu cette première séquence, peut-être vous remettre également en visibilité ici ce référentiel. Donc, on a évoqué le référentiel d'identification électronique personne physique, hein, qui est notre version dire sectorielle santé de la gestion de l'identification électronique des professionnels. Mais sachez que tout ça, en fait, est directement mis en relation, en tout cas en toute cohérence, avec un référentiel de niveau européen, le référentiel EIDAS, qui fixe en fait un cadre commun en matière d'identité numérique avec différents niveaux de garantie. Donc ça aussi, on va être amené probablement dans les échanges qu'on peut avoir, on va certainement parler d'identité substantielle, identifiée faible. En fait, c'est parce qu'on fait référence régulièrement à ce cadre de plus haut niveau qui est le cadre de réglementation européen. Et donc, on va retrouver dans ce cadre 3 niveaux de garantie qui sont faibles, substantiels et élevés. Mais finalement, ce qui est important ici, c'est de mettre en visibilité, je dirais, un peu les deux lignes de ce tableau, et qui fait un peu, encore une fois, écho à ce que j'évoquais tout à l'heure dans mon propos introductif sur l'aspect organisationnel, c'est-à-dire qu'on a tendance à raisonner uniquement moyen d'identification électronique par finalement le composant que je vais utiliser, le fameux facteur ou les 2 facteurs que je vais utiliser pour faire mon authentification. Mais on voit bien qu'en fait, pour avoir un niveau de qualité sur un moyen d'identification électronique, j'ai aussi toute la partie amont autour de la mécanique de gestion de mes identités. Donc, on va beaucoup s'interroger sur la façon dont j'enregistre mes identités dans mon système, comment je les vérifie, comment voilà, je sécurise tout mon processus autour de l'enregistrement des identités. Et ça, je pense que c'est un élément assez important à garder en tête. Encore une fois, on n'est pas que sur un sujet technique, c'est surtout le fait qu'on ait des processus qui soient de qualité pour enregistrer les identités dans le système qui va devenir donc, le fournisseur d'identité. Hein, si je fais écho aux définitions que je redonnais en amont de ma présentation. Et finalement, ensuite, on va délivrer un moyen d'identification électronique qui est associé à cette identité qui a été enregistrée avec le bon niveau de qualité. Donc voilà, ce tableau, je le trouve assez intéressant parce qu'il permet de bien illustrer, même si c'est encore une fois très synthétisé, mais d'illustrer que la définition d'un niveau de qualité d'un moyen d'identification électronique, ce n'est pas uniquement le facteur en tant que tel, c'est bien l'ensemble de la chaîne et c'est pour ça qu'on revient à une notion de fournisseur d'identité. C'est bien l'ensemble de l'entité qui va enregistrer les identités et délivrer le moyen d'identification électronique qui va de fait être soumis à cette problématique d'augmentation du niveau de qualité. Voilà pour cette première Florian. séquence. Oui, je propose de prendre peut-être on peut quelques questions. Prendre le temps. Voilà, exactement. Alors, du coup. Alors, je prends peut-être la première question là. Je fais dans l'ordre inverse. Oui, vas-y. Oui. Pour être certain de bien comprendre, cela sous-entend qu'il va falloir mettre en place du 2FA pour l'ensemble des acteurs ayant accès à des pays. Oui, tout à fait. C'est tout à fait, en tout cas dans le contexte de notre webinaire qui est l'accès au DMP en R simplifié. Oui, effectivement, ça veut dire que l'ensemble des utilisateurs qui accèdent au DPI, donc de fait peuvent accéder au DMP derrière, doivent s'authentifier avec 2 facteurs. Alors, la GAP, oui, je dirais aussi, mais au titre plutôt du référentiel d'identification électronique, dès lors que, en fait, on a
je dirais, considérer que c'est un service, un service sensible au titre de la définition du référentiel d'identification électronique. Donc là, en fait, je sors un peu du contexte de notre webinaire R simplifié, mais globalement, c'est effectivement tous les services numériques sensibles doivent être protégés. Enfin, en tout cas, les utilisateurs de services numériques sensibles doivent s'authentifier au moyen d'un moyen d'identification à deux facteurs. Alors, il y a une précédente question qui était une reformulation de ce que tu viens de dire, donc je pense que le message est clair. Il y a une question sur MFA, donc on parle de poste de travail, quid des accès au DPI via une application mobile? Oui, bah après, il y a plein de solutions. Enfin, il n'y a pas une seule façon de faire du double facteur, hein. C'est ce que j'essaie d'illustrer un petit peu là dans les exemples qui étaient donnés sur la diapositive précédente. On peut effectivement le faire avec un téléphone. L'exemple de l'application ICPS sur ProSanté Connect est un exemple d'implémentation d'une modalité pour faire de facteurs. Donc, effectivement, on enrôle un téléphone plus donc un facteur de possession associé à un code, et donc on a un facteur de connaissance, et donc on répond à cet enjeu d'avoir deux facteurs qui correspondent d'une part à ce que je sais, d'autre part à ce que je possède. On a bien une mixité des facteurs d'authentification sur ces deux canaux. Ensuite, on a une question concernant les secrétaires. Comment pourrons-nous faire pour l'envoi au DMP? Car ce ne sont pas les médecins qui le font. Alors, pour l'envoi, on n'est plus dans le sujet de la Oui, consultation. exactement. Oui, c'est ça. En fait, ça se fait déjà. C'était bien l'objet de la vague 1 que de permettre l'alimentation automatique du DMP depuis les DPI. Et donc là, on ne s'inscrit pas en fait dans la logique qui est en train de vous expliquer Florian. C'est l'authentification là, elle est portée par l'établissement au niveau de l'alimentation. Donc il n'y a pas d'enjeu de 2FA. Par contre, le sujet, effectivement, de la consultation du DMP par les secrétaires médicales, là, c'est tout un autre sujet. Et c'est un sujet plutôt, on va dire, juridique, puisqu'aujourd'hui, la matrice d'habilitation du DMP ne permet pas à un certain nombre de professionnels de consulter le DMP. En l'espèce, les secrétaires médicales ne sont pas autorisés aujourd'hui à consulter le DMP, mais c'est un sujet qu'on a bien identifié dans le cadre des expérimentations et qu'on a fait remonter au national. Et il y aura une réflexion là-dessus. Mais voilà, en l'état, effectivement, sur la partie consultation et secrétaire, vous n'êtes pas autorisé à consulter le DMP puisqu'il faut avoir un numéro RPPS pour pouvoir consulter le DMP. Peut-être c'est de prendre la question de Sabine de Foucault là, sur la question autour des éditeurs proposant une version DPI référencée Ségur Vague 2 doivent proposer une solution de FA. Donc, je ne le dirais pas tout à fait comme ça. Alors, il y a, dans le Ségur Vague 2, en fait, il y a deux approches. On y reviendra dans la suite de la présentation. Il y a d'une part, effectivement, une obligation des outils de DPI référencés dans le cadre du Ségur Vague 2 de proposer de manière standard la possibilité de s'authentifier via le fournisseur d'identité nationale que représente ProSanté Connect. Donc ça, effectivement, c'est dans l'offre de service à minima, l'outil numérique va devoir être capable d'accepter une authentification via le fournisseur national ProSanté Connect, mais il va également proposer un connecteur répondant au standard OpenID Connect qui va permettre à certains types d'établissements de mettre en place une délégation d'authentification de ce composant, de cet outil numérique métier, vers le fournisseur d'identité local de la structure. Donc, typiquement, un fournisseur d'identité, ça va pouvoir éventuellement être une solution de SSO qui va être mis en place dans la solution, dans l'établissement, qui va avoir vocation à centraliser toute cette problématique d'authentification des utilisateurs. Les outils numériques métiers ayant dans ce contexte-là, simplement à s'appuyer sur cette brique, je dirais, transverse qui va prendre en charge
toute la mécanique d'authentification des utilisateurs. Donc, c'est plutôt un peu ça, je dirais l'approche. Par rapport à tout ce que j'ai expliqué avant, vous voyez bien qu'une solution métier ne peut pas, en tant que telle, proposer une solution de FA clé en main. Enfin, elle peut le proposer, mais du coup, ça veut dire que vous allez vous retrouver avec autant de chaînes d'identification électronique que d'outils numériques derrière, puisque, comme je l'ai indiqué, finalement, ça veut dire que la solution deviendrait fournisseur d'identité. Or, dans une structure de santé, vous ne pouvez pas avoir finalement autant de MIE que de solutions, que de solutions derrière. Donc, vous allez retomber. Partir du principe que l'outil numérique va proposer la solution de FA clé en main, c'est pas en tout cas dans cette approche-là, je dirais qu'il faut aborder le sujet, et plutôt sur une logique de délégation. Donc, soit un fournisseur d'identité nationale qui est ProSanté Connect, qui peut effectivement répondre à un certain nombre de besoins pour certains types de structures, et pour d'autres structures qui ont peut-être des SI un peu plus conséquents, d'avoir une gestion locale des identités avec un fournisseur d'identité local, et faire en sorte plutôt que les outils numériques puissent, les outils métiers, si je suis plus précis, puissent être directement déléguer l'authentification sur cette brique centrale. Ça apporte pas mal de questions. Je ne sais pas si on continue à prendre les questions ou si on avance dans la suite, parce que je pense qu'on est en train de… Oui, il y a pas mal de questions, mais avançons pour la suite et puis on essaye d'y répondre en parallèle à l'écrit. Je vais essayer d'en prendre quelques-unes là qui peuvent répondre à connecteur à Binary Connect. Oui, c'est une exigence, c'est une obligation, il me semble. Enfin, tu me corriges si je me trompe, Inès, mais oui. c'est une exigence obligatoire. Sur la question du rééducateur qui se connecte au DPI mais qui ne consulte pas le DMP, effectivement, il va donc au titre du R simplifié, et encore, il faudrait qu'on revérifie dans le référentiel R simplifié, mais bon, je ne suis même pas sûr qu'il n'est pas imposé que l'ensemble des utilisateurs du DPI soient en deux facteurs, mais de toute façon, au titre du RIE, l'enjeu, c'est que tous les accès au DPI qui constituent lui-même un service numérique sensible soient authentifiés par un deux facteurs. Jean-Baptiste, je vois que tu as allumé la caméra, je te laisse intervenir si tu veux préciser quelque chose. Ah, on ne t'entend pas. Ouais. Hop, pardon, avec le micro, ça va aller mieux. Je voulais juste essayer de reformuler ce que disait Florent et qui répond peut-être à plusieurs questions, hein, pour être clair, net et précis. Aujourd'hui, le DPI, par rapport au référentiel d'identification électronique, est un système sensible. Donc, tous les utilisateurs du DPI doivent passer en authentification renforcée de FA, en théorie, au 1er janvier 2026. On y reviendra peut-être, mais on mène un programme qui s'appelle Hospi Connect pour accompagner les établissements de santé dans cette direction-là. Mais clairement, normalement, une connexion de login mot de passe simple ne doit plus être utilisable. Elle doit être remplacée par un dispositif A2FA conforme au référentiel. Pour ça, il y a plusieurs possibilités qui ont été évoquées. Et effectivement, la solution idéale, mais peut-être que tous les établissements n'iront pas à la même vitesse dans ce sens-là, c'est d'utiliser des solutions de SSO où effectivement, il y a une authentification à double facteur sur un système de SSO sur le SIH et où effectivement, ça couvre du coup l'obligation de 2FA, que ce soit sur le DPI, la GAP, etc., toutes les applications du SIH, si le 2FA est fait sur une application de SSO. C'est ça un petit peu, pour faire très très court, la cible idéale en termes d'usage. Et ça remplace bien, il y avait une question qui disait est-ce qu'il va falloir faire une connexion CPS plus login mot de passe? Non, du coup, si c'est une connexion par carte CPS, c'est du 2FA et il n'y a plus de login mot de passe. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, merci Jean-Baptiste, mais dans le référentiel d'identification électronique, alors je suis passé rapidement, déjà dans le référentiel d'identification électronique, il y a une obligation de mettre en place des solutions de SSO pour certains types de structures. Donc, de mémoire, c'est celles qui ont plus de 5 services numériques dits sensibles. Donc, vous voyez qu'on est très rapidement, enfin, beaucoup d'établissements sont dans cette catégorie. Donc, le SSO est déjà une brique qui est obligatoire par définition dans le référentiel d'identification électronique. Donc, c'est pour ça que c'est un peu la stratégie dans le Ségur Vague 2
effectivement de pouvoir brancher les outils numériques métiers via ce connecteur pour effectivement déléguer l'authentification à ces briques de SSO. Et donc, pour répondre à votre question, voilà, l'idée, ce n'est pas d'aborder le sujet du 2FA d'un côté pour le DPI, après pour le labo, après pour la radio. Si vous voyez que vous allez arriver avec X solutions par application, l'idée, effectivement, c'est plutôt de brancher tous ces outils numériques à terme derrière une solution de SSO et de faire gérer l'authentification en une fois, si je puis dire, sur la solution de SSO. Et j'ai vu une question aussi qui a été posée sur la durée du deux-facteurs. Donc, effectivement, dans le référentiel d'identification électronique, il est fait référence à une durée de validité du deux-facteurs. Donc, l'idée, c'est effectivement que le professionnel ne soit pas obligé de faire du deux-facteurs systématiquement et qu'il y ait une durée de validité de la session deux-facteurs qui permette, pendant un laps de temps, de faire du un-facteur pour se réauthentifier. L'idée étant que le professionnel puisse à sa prise de poste, si je puis dire, se connecter une fois de manière renforcée en deux-facteurs. Et on va dire pendant la matinée, voilà, une durée alors, qui peut être variable, après c'est à définir, mais on va parler à peu près de 4 heures. Pendant 4 heures, le professionnel pourrait se réauthentifier dans ces différentes interactions, changements de poste, etc., refaire du un-facteur pendant 4 heures sur cette authentification en deux facteurs. Et puis ensuite, voilà, après la pause déjeuner, reprise de poste, là on referait du deux-facteur et on pourrait faire du un-facteur pour la deuxième partie de journée. Voilà, c'est un peu l'idée. C'est bien de vous mettre en visibilité que l'idée n'est pas forcément de faire systématiquement du deux-facteur. En tout cas, il y a des choses qui sont prévues dans le référentiel d'identification électronique qui permettent d'avoir ces logiques de temps de session de facteurs avec une durée de validité. Je n'ai pas pu voir les autres questions pendant que je parlais. Je ne sais pas si Inès, il y avait des choses qu'il fallait qu'on traite avant d'avancer. Je pense qu'on va avancer puis répondre au fil de l'eau et on fera un deuxième temps de questions-réponses. OK. Alors maintenant, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans, finalement, essayer de répondre un petit peu à la question de comment, en tant qu'établissement, je m'organise pour mettre en place l'authentification forte. Alors, vous avez bien compris, hein, c'était le sujet de mon propos introductif. C'est avant tout un sujet organisationnel. Donc, en fait, quand on parle d'authentification forte, c'est globalement de gérer la chaîne d'identification électronique de bout en bout. Et donc, ça va passer par les différentes étapes là, du schéma qu'on vous projette à l'écran. Ça va être effectivement tous les processus autour de la façon dont on enrôle et on crée une nouvelle identité numérique dans mon système local, finalement. Comment je crée cette identité numérique? Et bien, in fine, tous les mécaniques liées à la délivrance du moyen d'identification ou des moyens d'identification électronique qui sont associés à cette identité numérique. Et donc, vous comprenez bien que c'est une chaîne à plusieurs maillons et que les uns sont effectivement liés aux autres. Si on enregistre des identités de mauvaise qualité, on a beau leur délivrer le meilleur moyen d'identification électronique du monde, le plus sécurisé. En fait, si ça ne correspond pas à une personne qui existe vraiment, à une fausse personne physique, en fait, on n'atteint pas cet objectif de qualité. Donc, on va vraiment travailler sur... l'objectif, ça va être de travailler sur la qualité de l'enregistrement des identités numériques dans votre système et la façon ensuite dont on va associer et délivrer un moyen d'identification électronique. À l'inverse, de la même façon, si on crée une identité numérique nickel avec le bon niveau de vérification, le bon niveau de qualité, mais qu'on distribue n'importe comment le moyen d'identification électronique, à l'inverse, on perd tout le bénéfice d'avoir des identités de qualité parce qu'on n'est pas sûr que la personne qui va prouver si c'est son identité va le faire. On va pas être sur la bonne personne. On va vraiment être sur ces différentes dimensions. D'ailleurs, je vous avais évoqué tout à l'heure peut-être de repréciser un petit peu ce qu'on mettait derrière la logique de service sensible. Ça, finalement, on a un petit peu commencé à répondre à la question là, à travers les différentes interventions. Donc, une des questions, justement, si je me place finalement de ce point de vue-là, ça va être pour vous déjà, ce que vous commencez à faire, je vois à travers la question que vous posez, finalement, se faire un état des lieux
de quels sont les services numériques sensibles au titre du référentiel d'identification électronique que j'ai dans mon système d'information. Parce qu'effectivement, votre approche, alors certes, sur la logique DPI, DMP, pour simplifier, le DPI est directement pleinement identifié, mais finalement, dans votre approche, vous avez tout intérêt à raisonner plus globalement avec une trajectoire sur le long terme, alors peut-être une priorisation sur le DPI, mais vous allez aborder le sujet de manière plus globale en essayant de bien périmétrer l'ensemble des services de votre système d'information que vous allez avoir besoin de protéger avec ce niveau d'authentification et de manière à bien identifier l'ensemble des utilisateurs qui vont être concernés par cet enjeu de sécurisation de l'identification électronique. Donc, globalement, l'objectif, c'est d'atteindre l'exhaustivité, mais effectivement, l'enjeu, ça va être pour vous de définir une trajectoire progressive de sécurisation en découpant quelque part ce gros problème en une somme de petits problèmes pour progressivement augmenter le niveau de sécurisation sur vos différents services. Donc pour ça, effectivement, revenez à la définition d'un service sensible. Vous allez voir que finalement, quand on prend les 4 critères qui fondent un service numérique sensible, en établissement de santé, vous allez finalement être très rapidement rentré dans cette définition, puisque vous avez donc en premier niveau tous les services dits partagés, donc les services à rayonnement national ou régionaux finalement, et qui vont, comme je ne veux pas le paraphraser, mais effectivement, quand on sort d'une personne morale donnée, donc le DMP, tous les téléservices au niveau national, etc., sont des services partagés. Donc là, il n'y a pas de débat, c'est un service numérique sensible. Par effet de rebond, tous les services, même locaux, mais qui implémentent ces différents services partagés, deviennent eux-mêmes des services numériques dits sensibles, puisqu'ils rentrent, quelque part, ils créent une porte d'accès sur ces services partagés, et donc, par effet de transitivité, rentrent eux-mêmes dans cette catégorie des services sensibles. Vous avez ensuite tous les services qui proposent un accès externe proposer un accès externe au système d'information qui rentre dans cette catégorie. Et puis plus généralement, tous les services qui ne seraient potentiellement pas partagés, donc qui n'héritent pas du caractère sensible par la transitivité, mais simplement du fait qu'ils vont traiter un nombre important de patients ou de connexions utilisateurs. Et donc, de fait, on arrive à une définition un petit peu plus précise, en tout cas, je l'espère, de ce qu'on met derrière une notion de service numérique sensible. Alors, si on rentre un petit peu, maintenant qu'on a remis ça un peu plus au clair, si on rentre un petit peu dans la notion un petit peu d'organisation, donc pour répondre à notre première partie du processus, vous vous souvenez, dans le processus un petit peu macro, on identifie en fait toutes les processus relatifs à l'enregistrement des identités. Donc là, en fait, pour synthétiser un peu le sujet, on parle de la mise en œuvre d'un répertoire d'identité locale. En fait, ce qui se cache derrière, pour bien le comprendre, c'est pas tant, quand on dit mettre en place un répertoire d'identité locale, c'est mettre en place toute l'organisation qui va garantir la qualité des données gérées dans ce répertoire d'identité locale. Et donc, c'est là où on est en plein dans des sujets avant tout organisationnels, c'est avoir des procédures qui soient correctement décrites, où sont les responsabilités, les acteurs qui interviennent dans les différents processus pour avoir une maîtrise de ce répertoire d'identité locale. Et donc ça, effectivement, c'est le prérequis de base, puisque, comme j'essaye de l'expliquer depuis le début de mon intervention, vous voyez bien que la notion de moyen d'identification électronique, elle est avant tout basée sur une identité locale, une identité, pardon, qui n'est pas forcément locale, une identité qui est gérée dans le système.
Donc, on retrouve dans le référentiel d'identification électronique quelques caractéristiques un petit peu clés de ce répertoire d'identité locale, même si effectivement, c'est beaucoup plus vaste que ça, c'est toute la gestion des processus afférents à la gestion de ce répertoire. Mais globalement, on va chercher de la complétude. On va effectivement s'assurer qu'on ait bien couvert l'ensemble des utilisateurs de nos systèmes d'information dans ce répertoire, qu'on n'ait pas un bout ici, un bout là, etc., qu'on ait vraiment un référentiel et un exhaustif à jour. Ça, c'est un exercice difficile aussi, c'est qu'on est capable peut-être facilement de gérer les entrées, les sorties, c'est encore autre chose. Donc, effectivement, il faut savoir gérer des processus pour bien gérer les entrées, mais également les sorties. Et puis, exact, c'est-à-dire qu'effectivement, sur la qualité d'identité, l'objectif, c'est qu'on ait des identités qui aient été vérifiées, donc en lien avec la vérification d'une pièce d'identité, qu'on ait des traits d'identité qui correspondent à une véritable personne physique. Et puis pour un certain nombre d'utilisateurs, et donc là, ça va être notamment crucial pour notre sujet d'accès au DMP en mode R simplifié, il va être nécessaire que ces identités gérées localement soient rapprochées de leur avatar, je dirais, leur avatar national, c'est-à-dire l'identité enregistrée au niveau national, soit rapprochée de cette identité locale qui passe par l'élément pivot qui est le numéro RPPS, qui va être l'identifiant qui va être partagé. Donc effectivement, on va avoir une identité créée localement pour la gestion du système d'information local, mais on va avoir besoin aussi de mettre en place les procédures qui vont bien, les organisations qui vont bien, et il y a plusieurs façons de le faire, plusieurs organisations possibles pour garantir que mon identité locale est bien rapprochée de son identité nationale, parce qu'on va en avoir besoin pour que R simplifié fonctionne, puisque quand bien même l'authentification, effectivement, comme l'a rappelé Inès dans le chat, est déportée sur le système local qui va prendre en charge l'authentification à deux facteurs, il va être néanmoins nécessaire que l'identifiant national, donc qui passe par l'identifiant RPPS du professionnel, soit véhiculé dans les flux métiers qui vont arriver jusqu'au DMP. Donc, même si l'authentification n'est pas faite par un MIE de portée nationale, il sera néanmoins nécessaire que l'identifiant national soit communiqué jusqu'au système. Juste, Florian, oui. Je me permets d'intervenir. On a une question de sémantique oui. Par rapport à ce qu'on entend par annuaire local. Est-ce qu'on fait référence aux bases RH ou est-ce que ce sont des annuaires techniques type Active Directory ? Eh ben, je dirais ni l'un ni l'autre. En fait, il n'y a pas de. Enfin, l'annuaire, ça dépend de l'urbanisation qui est mise en place dans l'établissement. Ça peut être. En fait, on en revient toujours à nos problématiques, un peu comme dans la gestion des identités patients. On a un référentiel maître qui alimente d'autres systèmes. Donc, dans certaines organisations, peut-être que c'est la base RH qui est, on va dire, l'élément maître qui vient après alimenter les différents services qui ont besoin d'avoir des identités. Peut-être que pour certains, ça sera l'AD. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de réponse dans l'absolu là-dessus. Ce qui est important, c'est d'avoir un moment un maître des identités numériques, au sens d'utilisateurs, enfin des professionnels qui sont gérés dans le système d'information de la structure. Là, si je puis dire, typiquement, de ce qu'on peut observer sur OSPI Connect, des premiers rétextes qu'on peut avoir, c'est que finalement, partir du principe que la base RH et la base d'identité, ça ne marche pas toujours parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de professionnels qui interviennent qui n'ont pas forcément de contrat de travail dans la structure et donc qui, de fait, ne vont pas passer par un circuit RH, mais vont être enregistrés par un autre canal qui va gérer des stagiaires ou des chercheurs. Voilà, on a un peu des cas d'usage qui remontent comme ça, qui ne vont pas systématiquement passer par un circuit RH. Et donc, effectivement, dans ce contexte-là, ce n'est pas forcément la base RH qui va être, le système RH qui va être l'élément maître. Et donc, on va peut-être avoir un composant, un répertoire d'identité qui va se charger finalement d'agréger ces différentes sources d'informations pour aboutir à cet objectif d'avoir un répertoire d'identité qui soit exhaustif.
Et donc là-dessus, on a un certain nombre de solutions qui aident à faire ça, les solutions d'IAM, Identity and Access Management, qui sont par exemple des solutions qui sont utilisées dans certaines structures pour justement répondre à cet objectif d'aller rassembler différentes sources de données pour finalement gérer ces agrégats et aboutir à une gestion centralisée des identités. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Oui, je pense. J'espère. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, Inès, qu'il fallait que je prenne. Là, j'avais du mal à dérouler là-dessus en même temps. Alors, très rapidement, c'était par rapport, pareil, à de la sémantique sur les services numériques dits sensibles. Il nous est demandé si le téléservice INSI rentre dans ce cas de figure. Pour moi, il y rentre pleinement. Le service INSI est un service numérique. Je prends la question si tu veux, Florian. Le téléservice INSI, en fait, c'est un téléservice de l'assurance maladie qui est interrogé pour qualifier l'identité numérique de santé d'un patient. En fait, le téléservice INSI lui-même ne contient pas de données sensibles, mais ceci dit, on ne peut pas l'interroger directement. On l'interroge forcément depuis un logiciel de professionnel de santé, c'est-à-dire le DPI en contexte hospitalier. Donc, en fait, c'est le DPI qui contient les données sensibles qui sont justement référencées par l'INS. Donc, en fait, la question ne se pose pas de savoir si l'INS est un service sensible. C'est l'authentification de FA, elle est faite sur le DPI qui est le service sensible, qui lui-même permet d'interroger l'INSI. Et la plupart du temps, en structure, le téléservice INSI, il est interrogé avec un certificat de personne morale. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de sujet d'authentification forte sur le téléservice INSI, voilà, qui lui-même, en soi, ne contient pas de données de santé sensibles. Du coup, je propose de poursuivre parce que je vois l'heure passer. Là, il est 15h30. On a encore pas mal de choses à voir. Ok, j'avance. Pardon, je parle beaucoup. Jean-Baptiste, n'hésite pas à répondre directement dans le chat si tu le peux aussi. Si tu vois. Bon, de toute façon, là, c'était plutôt à vocation. Cette diapositive, je vais pas la commenter puisque ça elle est très verbeuse. C'est de vous laisser aussi un support qui soit un petit peu autoportant. Ça reprend grosso modo ce que j'ai expliqué à l'oral sur la diapositive précédente, notamment à répondre à la question de la synchronisation. Effectivement, il y a rarement une seule base d'identité, il y a plusieurs canaux. Donc l'idée, effectivement, c'est de mettre en place, d'avoir une vision déjà assez claire des schémas d'urbanisation, de où sont les flux de données, quelles sont les différentes sources d'alimentation des identités. Déjà, que poser ça sur le papier et d'être capable d'avoir une vision globale de ces flux d'identité pour mettre en place des synchronisations, pour garantir qu'en fait, on ait une homogénéisation de nos identités dans les différents systèmes qui s'appuie sur ces identités. Alors, peut-être aussi remettre en visibilité un peu les différents types de MIE qui sont couverts par le référentiel d'identification électronique. Puisque effectivement il peut y avoir aussi matière à repréciser un peu ce qu'il est possible. C'est d'autant plus vrai que, comme j'espère que vous l'avez compris, ce qu'apporte la mécanique R simplifiée, en fait, avant R simplifié, il n'y avait pas de possibilité d'accéder au DMP autrement qu'avec un MIE national, donc un MIE porté par la puissance publique. Là, effectivement, comme vous l'avez compris, R simplifié permet ouvre la possibilité à un établissement de santé de s'appuyer sur un moyen d'identification qui n'est pas un MIE à portée nationale pour gérer l'authentification à deux facteurs, et donc est tout à fait en cohérence, et donc s'appuie quelque part directement sur le référentiel d'identification électronique qui ouvrait déjà cette possibilité. Donc, il y a une forme de cohérence d'ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on axe beaucoup là, la présentation au travers de ce référentiel d'identification électronique, puisqu'en fait, faire du MIE 2FA pour R simplifié, ça va simplement correspondre à rentrer dans le cadre de ce référentiel d'identification électronique
qui dit en substance que les moyens d'authentification qui sont éligibles à partir du premier, qui sont en tout cas conformes à partir du 1er janvier 2026, sont évidemment les MIE proposés par le fournisseur d'identité nationale qui est ProSanté Connect. Donc, on va retrouver effectivement toute la famille des cartes CPX, sa version dématérialisée, la ICPS, et un certain nombre de MIE complémentaires qui vont arriver prochainement. On a une trajectoire d'évolution, on y reviendra après, de ProSanté Connect qui va enrichir aussi son offre de moyens d'identification qui sont compatibles. Donc ça, c'est une première façon de répondre à cet objectif. Mais une structure peut tout à fait aussi faire le choix de auto-homologuer son propre moyen d'identification et donc effectivement soit s'équiper de ses propres cartes de cartes à puce qu'elle achète dans le commerce et elle va gérer toute sa chaîne globale, ce qu'on a vu, d'enregistrement, d'association d'identité, de délégation de ce moyen d'identification. Auquel cas, elle va simplement devoir procéder à l'auto-homologation de son moyen d'identification qui correspond en fait à une analyse de risque et puis s'assurer que les bonnes questions ont été posées, qu'on a apporté on s'est posé les bonnes questions lors de la mise en place de ce moyen d'identification électronique. Et enfin, on va avoir la possibilité, si pour un établissement, de s'appuyer sur une solution qui est déjà certifiée au niveau EIDAS substantiel, donc par l'ANSSI ou soit au niveau européen. Et donc, et dans ce cas-là, en fait, la mécanique qui est mise en place sera déjà garantie par ce tampon EIDAS substantiel. Donc voilà un petit peu pour remettre en perspective les possibilités qui s'offrent à une structure pour aborder en termes de modalités en tant que telles d'authentification forte pour répondre à l'objectif d'authentification de facteurs pour simplifier. Ensuite, pour terminer, donc, pour faire le lien, si je reprends mon processus, on a regardé effectivement toute la partie répertoire d'identité locale, comment on mettait ça en qualité avec des procédures bien documentées, bien un bon schéma d'urbanisation, une bonne vision des flux, de la synchronisation de ces flux d'identité entre ces différents systèmes. Après, il va également être important, une fois qu'on a un répertoire d'identité de qualité qui est bien maîtrisé, de ne pas oublier tout le travail autour des processus de gestion du moyen d'identification. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a une identité qui est bien faite, il faut effectivement que j'arrive à correctement délivrer le moyen d'identification, que ce ne soit pas une carte que je laisse sur un bureau et je passe un coup de fil et je dis tu prendras ta carte, elle est sur le bureau. Voilà. Donc ça, typiquement, on crée une rupture dans la chaîne puisqu'on ne maîtrise plus le fait que le porteur du moyen d'identification soit bien celui qui est associé à ce moyen d'identification. Donc, en fait, tout le sujet de la délivrance, ça va être de s'assurer que le porteur du moyen d'identification est bien la personne qui est enregistrée numériquement et qui est associée numériquement à ce moyen d'identification. Donc, on va avoir vous allez avoir un certain nombre de réflexions à avoir sur tous ces processus de gestion, de délivrance, de remise de ce moyen d'identification. Ne pas oublier tous les sujets autour de la révocation. Qu'est-ce qui se passe quand la personne a perdu ce moyen d'identification? Comment on le débloque? Répondre à tous les cas d'usage. Comment on le remplace, on le renouvelle? Comment on gère l'arrivée à échéance de ce moyen d'identification? Comment on le renouvelle, etc. Donc, tout ça rentre effectivement dans les réflexions que vous pouvez d'ores et déjà mener autour de ce moyen d'identification électronique. Petit point d'attention qui est plutôt lié au cas particulier où la stratégie serait basée sur l'utilisation d'un milieu à portée nationale comme un milieu local. Donc, à titre d'exemple, si je choisis d'utiliser la carte CPS comme moyen d'identification, en fait, ça revient à utiliser un MIE qui, par définition, est à portée nationale, mais qui va être finalement relié quelque part, qui va être utilisé comme MIE local, puisqu'à un moment ou un autre, vous allez associer ce MIE national à une identité locale dans votre système. Et donc, on retrouve ici
tout le point d'attention que je mettais tout à l'heure sur la partie référentiel d'identité, tout l'enjeu de la synchronisation de vos identités locales au niveau national. Donc, effectivement, si on a dans nos processus, dans notre organisation, garanti que pour tous les utilisateurs qui disposaient d'identité nationale, les identités locales étaient rapprochées du niveau national, bon, on avait effectivement simplifié l'utilisation d'un milieu national, puisqu'on va avoir cet élément pivot pour rapprocher les deux systèmes. C'est une façon de faire, ça on le gère a priori, mais on peut aussi avoir des organisations différentes où effectivement on va avoir des mécaniques d'appairage d'un milieu national sur une identité locale. Et auquel cas, on peut gérer ce rapprochement plutôt a posteriori. Donc tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas une seule façon de le faire. Il y a un concept fort qui effectivement qu'il va falloir à un moment lier l'identité nationale à l'identité locale, mais différents modes d'organisation peuvent être adoptés en fonction de ce qui est le plus adapté à votre contexte pour faire ce rapprochement entre le local et le national. Merci Florian. Peut-être de prendre un... Enfin, je passe sur Fine Pause. Oui. Ouais. Oui, les questions sont importantes et répondre, c'est tout aussi important. Alors, du coup, voilà, je te laisse regarder dans le sens que tu souhaites. Je vais prendre la dernière que j'ai vue parce que c'est plus facile, je vais pas remonter. La MIE autre que ceux proposés par PSC ne pourront par contre pas être liés à l'espace de confiance PSC et être utilisés comme MIE national. Alors, si je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous travaillons actuellement à une autre, à une nouvelle fonctionnalité, on va dire, de ProSanté Connect, qu'on appelle dans le jargon FI tiers ou FI local, donc fournisseur d'identité tiers ou fournisseur d'identité locale, hein, on a cette appellation, qui va en fait ni plus ni moins correspondre à une capacité qu'aurait ProSanté Connect à terme d'accepter un fournisseur d'identité locale comme moyen d'identification reconnu par ProSanté Connect. Dit autrement, ça veut dire que demain, sous réserve d'avoir je dirais, montré un bon niveau de sécurité, d'avoir répondu à un certain nombre d'exigences, qu'un fournisseur d'identité, donc une chaîne d'identification locale d'une structure, puisse être tamponnée par ProSanté Connect comme étant du bon niveau de qualité attendu et que cette authentification locale dans la structure soit reconnue par ProSanté Connect et donc permette, si je puis dire, de récupérer un jeton d'identité nationale ProSanté Connect en échange d'un jeton d'identité locale. Et donc, quelque part, de basculer dans l'écosystème ProSanté Connect depuis une authentification locale qui pourrait se faire avec un moyen d'identification autre que ce porté par le national. Alors, c'est un peu difficile à expliquer là très rapidement en quelques mots, mais bon, l'idée, c'est de dire que ce n'était pas forcément fermé. OK. Aura-t-on la possibilité d'avoir un pas à pas pour avoir les clés FIDO et d'avoir les spécificités de ce type d'outil? Un pas à pas pour avoir ce type... Pardon, je n'ai pas compris ce type d'outil. Pour les clés FIDO. Ouais, alors les clés FIDO, le pas à pas pour les enrôler sur ProSanté Connect ou pour les utiliser Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Je pense que c'est pour l'usage complet, processus complet. Mais il n'y a pas de précision. Oui, pour les enrôler, voilà, la personne a rien précisé. Alors là, effectivement, pour l'instant, c'est une fonctionnalité qui n'est pas encore mise en production, elle est en bac à sable, donc évidemment, il y aura de la documentation associée sur la mécanique d'enrôlement de ces clés FIDO dès lors que la fonctionnalité sera mise en production sur ProSanté Connect à horizon 2025. Hein, c'est effectivement prévu. OK. Je propose de passer par la suite. Hein, je pense qu'après, on parle de PSC. Alors oui, on s'est proposé ici peut-être de refaire un petit focus sur qu'est-ce qu'était PSC, parce que voilà, il y a peut-être parfois un petit peu de confusion également entre effectivement R simplifié, ProSanté Connect. Donc avec tout ce qu'on a dit, maintenant ça devrait, avec les différents thèmes qu'on a abordés jusqu'à maintenant. Donc finalement, ProSanté Connect va être un fournisseur d'identité. Donc au titre de la définition que je vous ai donnée en amont, donc c'est vraiment au sens de, on est une entité qui gère une chaîne d'identification électronique avec la délivrance d'un moyen d'identification associé.
Donc là, en l'occurrence, c'est l'ANS qui est cette entité qui devient fournisseur d'identité, qui va gérer une portée nationale, un fournisseur d'identité sectoriel, donc sectoriel santé, pour gérer des identités et donc délivrer des moyens d'identification électronique associés. En fait, le concept de ProSanté Connect, l'idée de ProSanté Connect, ça rejoint un petit peu ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la stratégie locale dans un établissement qui va être à terme de déporter toutes les problématiques d'authentification qui aujourd'hui sont portées localement sur chaque outil numérique métier et de les concentrer sur une brique centrale, si je puis dire, dont c'est le métier. On a parlé de la solution de SSO. Finalement, ProSanté Connect, c'est un peu ça, mais au niveau national. L'idée, c'est de dire laissons les outils numériques se concentrer sur le métier et ne pas se préoccuper de la partie sécurité des accès, etc. Et prenons en charge au niveau national toute la partie fournisseur d'identité, donc la chaîne, toute la complexité de la chaîne d'enrôlement des utilisateurs, la délivrance du moyen d'identification électronique, et finalement, c'est la possibilité pour les outils numériques de se concentrer sur le métier qu'ils savent faire et de déléguer la partie authentification à un acteur tiers qui joue le rôle du fournisseur d'identité. Donc, le principe d'un fournisseur d'identité, c'est lorsque l'utilisateur va solliciter un service numérique métier, lorsqu'il va arriver sur la page d'authentification de ce service-là, en fait, lorsque l'utilisateur va cliquer sur je veux m'authentifier avec ProSanté Connect, l'utilisateur, en fait, et le service numérique ici déporte l'authentification sur un composant externe qui, en l'occurrence ici, est ProSanté Connect, qui va prendre en charge toute la partie authentification de l'utilisateur. Donc, en fait, il décharge l'outil numérique métier de cette complexité de gérer toute la chaîne d'identification électronique. Il va effectivement gérer l'authentification. Et une fois que cette authentification est réussie sur ce composant-là, va revenir vers l'outil numérique métier en lui donnant ce qu'on appelle un jeton, qui correspond en fait à une petite carte d'identité numérique qui est tamponnée, qui est certifiée, et va renvoyer vers cet outil numérique la garantie que la personne a bien été authentifiée et que c'est bien la personne qu'elle prétend être. Donc ça, en fait, c'est ça la mécanique de ProSanté Connect, c'est de fournir des identités. Vous voyez bien que tout l'enjeu de ce dispositif-là, c'est que la carte d'identité, en fait, ce mécanisme de retour, il reste standard. On s'appuie sur un standard international. C'est de l'OpenID Connect. Donc, on a en fait un format d'échange de cette carte d'identité qui va rester pérenne dans le temps ici. Et après, le fournisseur d'identité, lui dont c'est le métier de faire l'authentification, peut se diversifier, peut proposer de nouveaux moyens d'identification, peut évoluer avec son temps, proposer de nouvelles solutions sans impacter l'outil numérique ici, qui est un outil métier, qui lui va simplement s'appuyer sur le fournisseur d'identité. Donc c'est tout l'enjeu de la démarche, c'est finalement de faire en sorte que l'outil dont c'est le métier d'authentification, lui, il va proposer divers moyens d'authentification, plusieurs façons de s'authentifier. Donc, il va proposer un maximum de possibilités à l'utilisateur pour s'authentifier et décharger l'outil numérique métier de cette charge-là. Et donc, un exemple, on évoquait tout à l'heure les clés FIDO, c'est un exemple concret d'évolution. Donc, jusqu'à présent, ProSanté Connect n'offrait la possibilité pour l'utilisateur de s'authentifier que par la carte CPS ou sa version dématérialisée, l'AICPS. L'ajout du facteur FIDO2 est un exemple concret d'évolution du fournisseur d'identité qui va accepter un nouveau moyen d'identification. Et donc, tout l'enjeu, c'est les outils numériques qui utilisent ProSanté Connect vont mécaniquement bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité sans avoir d'impact direct sur leurs propres implémentations, puisque eux vont continuer à recevoir, je dirais, une petite carte d'identité certifiée ProSanté Connect, finalement, sans voir que l'utilisateur en fait, s'authentifie plus avec une ICPS, mais avec une clé FIDO. Donc, c'est un petit peu l'esprit de ProSanté Connect. Et donc, finalement, dans une structure de santé, c'est un peu la même philosophie qu'on évoquait tout à l'heure. Ce qu'on promeut, effectivement, ça va être le déploiement
en interne de l'établissement d'une solution qui va gérer l'authentification de l'utilisateur, qui passe généralement par une solution de SSO dont c'est le métier, qui va être en capacité de gérer plusieurs moyens d'identification et faire en sorte que progressivement, l'ensemble des outils métiers puissent se reposer sur cette brique d'authentification pour gérer toute la chaîne d'identification électronique. Alors, on a une question sur est-il possible de s'authentifier via PSC avec une carte CPE? Oui, aujourd'hui, c'est possible. Ouais. Toutes les identités qui sont dans l'annuaire santé sont disponibles dans PSC. Une autre question, mais qui est un peu une redite de ce que tu as dit, mais bon, on va le répéter. Si on met en place une double authentification pour la connexion à nos serveurs, est-ce qu'on peut se passer ensuite du 2FA pour l'accès au DPI, partant du principe que l'accès au PC qui accède au DPI est passé par une authentification forte? En fait, quand on dit le serveur, c'est le serveur ou le poste de travail, quoi. C'est uniquement sur le poste de travail qui est connecté. Il faudra, dans tous les cas, passer le contexte. Il faudra faire transiter cette identité. Si l'authentification est gérée au niveau primaire sur le poste de travail, il est nécessaire que cette identité transite jusqu'à l'outil métier pour qu'on sache quelle est l'identité qui s'est connectée sur l'outil métier. Donc oui, c'est envisageable, mais sans rupture de la chaîne. C'est-à-dire qu'effectivement, l'authentification gérée au poste de travail est acheminée et véhiculée jusqu'à l'outil métier. Je te propose d'avancer, il reste 10 minutes. Ouais, désolé. Jean-Baptiste, je te laisse peut-être… Tu veux que je prenne cette partie? Ouais. OK. Donc, comme ça a été mentionné à plusieurs endroits, vous le savez, on a un fournisseur d'identité nationale qui s'appelle ProSanté Connect, dans lequel on fait beaucoup d'investissements à l'ANS. C'est un service socle du numérique en santé. L'objectif, on l'a vu, déployer du 2FA, tout ça sur tous les services numériques en santé, tout couloir confondu, pas qu'à l'hôpital. C'est un sujet quand même assez complexe et on y travaille beaucoup pour faire en sorte qu'en fait, on essaie de simplifier cette contrainte-là au maximum, d'où les investissements qui sont faits par l'ANS sur le système ProSanté Connect. Donc, ProSanté Connect, il est ce qu'il est aujourd'hui. Il permet de simplifier dans un certain nombre de situations l'authentification forte pour se connecter, par exemple, au DPI à distance. Pourquoi pas depuis une tablette? Je crois que la question avait été posée tout à l'heure. Avec une ICPS, ça peut être une solution. On est tout à fait conscient qu'évidemment, ça ne couvre pas tous les cas d'usage. Là aussi, il y a une question, je crois, de Thierry Dubreuil qui disait est-ce que vous avez testé l'utilisation de ProSanté Connect sur un poste utilisateur partagé, etc. On pourrait en débattre assez longuement. Il y a des expérimentations qui sont faites dans ce sens, mais effectivement, ProSanté Connect aujourd'hui, il n'est pas idéal. C'est pour ça qu'on continue à investir dessus dans les années qui viennent à différents niveaux. Aujourd'hui, donc, on va dire qu'en 2024, ProSanté Connect, c'est un moyen qui permet de se connecter de manière sécurisée à un certain nombre de services numériques qui sont raccordés, dont les DPI d'ailleurs de manière obligatoire à l'issue de la vague 2, mais c'est uniquement un système d'authentification qui permet aux professionnels d'utiliser une carte CPS ou ICPS pour s'authentifier. Dans les années qui viennent, ça va devenir beaucoup plus que ça. La cible, en fait, pour essayer de le dire en une phrase, certes un peu longue, en 2027, ProSanté Connect, ça devient vraiment le fournisseur d'identité numérique sectorielle de référence au niveau national, de manière sécurisée au niveau IDAS substantiel. Donc IDAS, c'est un règlement européen qu'on est obligé d'appliquer en France et qui définit des niveaux de sécurité, ça a été vu tout à l'heure. Donc ProSanté Connect aujourd'hui n'est pas qualifié officiellement au niveau IDAS substantiel. Il a un niveau de sécurité équivalent, mais il n'est pas homologué officiellement. Et on a encore un petit peu de travail pour y arriver, mais ça fait partie des investissements en cours au sein d'un espace de confiance garantissant la sécurité et l'interopérabilité des services numériques en santé. Donc on va être là, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il y a un nouveau référentiel ProSanté Connect qui a été publié, qui intègre la possibilité pour les logiciels d'entrer dans un espace de confiance qui va leur permettre d'échanger des données de santé entre eux par API
le tout étant sécurisé par une connexion d'utilisateur par ProSanté Connect. Donc, ça sera un moyen aussi de consulter le DMP pour un utilisateur qui se connectera sur son logiciel avec ProSanté Connect. Il pourra, s'il est dans la matrice d'habilitation, accéder directement au DMP. Alors, pour mémoire, cette fonctionnalité n'a pas été intégrée dans le SON Ségur des pays vague 2, tout simplement parce que ce n'était pas prêt et pour X raisons. Donc, c'est plutôt le mode R simplifié qui a été évoqué, qui sera utilisé pour consulter le DMP depuis un DPI par API de manière intégrée, mais à terme, ça sera également possible dans les DPI et puis dans d'autres couloirs. Donc tout ça en haute disponibilité. Donc ProSanté Connect, il est déjà en haute disponibilité à 99%, mais il y a encore des travaux puisque évidemment on anticipe une extension des usages, tout couloir confondu, et il y a encore des travaux pour qu'on atteigne la plus haute disponibilité possible aujourd'hui sur le marché pour cet outil, et on essaie de le faire évidemment en optimisant l'expérience utilisateur avec une offre de dispositifs d'identification électronique complémentaires. Florian a évoqué des clés FIDO par exemple, sur lesquelles on a une expérimentation en cours, et puis le sujet des FI tiers sur lequel on va revenir, si on peut passer au slide suivant. Donc, pour rentrer un petit peu dans le détail de tout ça, on a aujourd'hui 5 gros chantiers qui sont ouverts là d'ici 2027. Le premier, c'est ce qui concerne cet espace de confiance d'échange de données par API ProSanté connecté, comme on dit. Donc, effectivement, c'est, voilà, je vous le dis, vous pouvez le dire, faciliter l'accès par API aux services socle du numérique en santé. En priorité, le DMP, l'INSI, l'ordonnance numérique, là, qui concerne plutôt la ville aujourd'hui, mais demain l'hôpital. Plus largement, ProSanté Connect permettra l'accès à tous les services de l'assurance maladie de manière sécurisée. Ça concerne moins le couloir hôpital, mais ça sera le cas par exemple de la facturation pour les professionnels libéraux. Et c'est un moyen de sécuriser des échanges de données aussi entre des logiciels eux-mêmes, qu'ils soient publics ou privés. C'est de manière générale ce qu'on veut voir devenir le moyen de référence de sécuriser l'échange de données de santé. Donc on y travaille, mais ça c'est un des sujets qui est quand même pas mal avancé. On a un nouveau référentiel qui est sorti là, et ce mode d'API sécurisé va être embarqué dans les prochains SON Ségur, notamment dans les couloirs imagerie et médecine de ville qui vont démarrer très prochainement. Le deuxième sujet, c'est d'augmenter le niveau de sécurité de PSC. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on vise un niveau d'habilitation par le règlement IDAS européen au niveau substantiel en 2027. Pour ça, pour faire très court, on a 2 axes de travail aujourd'hui. D'une part, c'est la fiabilisation des identités qui sont dans le RPPS. Et pour ça, on est en train de mettre en place une synchronisation automatique des traits d'identité du RPPS avec le RNIPP. Il y avait une plaisanterie tout à l'heure dans les questions-réponses sur l'INSI, l'INSEE. Bon, pour parler de l'INSEE, là, pour le coup, le RNIPP, c'est le répertoire d'identité nationale en France, qui est effectivement porté par l'INSEE. On est en discussion aujourd'hui avec l'INSEE pour être sûr qu'effectivement, dans le RPPS, on a bien les traits d'identité des professionnels, prénom, nom de naissance, etc., date de naissance, tels qu'ils sont enregistrés au niveau national dans le répertoire de référence des cartes d'identité, des passeports, etc. Donc là, on a un petit travail là-dessus avec un historique dans le RPPS qui effectivement n'a pas tout à fait ce niveau de fiabilité aujourd'hui. Et le deuxième grand axe de travail, c'est la sécurisation de l'activation des MIE. Ça veut dire qu'à partir du moment où on remet une carte CPS ou on active une carte ICPS pour une personne, on doit être sûr à 100% ou à 99,9999 que c'est bien effectivement la bonne personne à laquelle on remet ce MIE qui va lui permettre de s'authentifier sur des services numériques. Donc on a un petit peu de travail là-dessus, on aura l'occasion d'en reparler. Le troisième sujet, c'est d'élargir l'utilisation de ProSanté Connect à de nouvelles populations. Alors ça rejoint certaines questions qui ont été posées tout à l'heure. Aujourd'hui, ProSanté Connect, il est réservé aux personnes qui sont enregistrées dans le répertoire RPPS. Donc effectivement, on a déjà commencé à élargir l'éligibilité des professionnels à être enregistrés dans ce répertoire. Aujourd'hui, il n'y a pas que des professionnels de santé au sens profession à ordre, mais on a commencé à enregistrer, par exemple, dans le cadre du projet RPPS+, des professionnels qu'on appelle à rôle, notamment dans le secteur médico-social. Mais on va également, il y avait une question dans ce sens-là, j'y réponds au passage, il est bien prévu à terme d'enregistrer tous les professionnels qui interviennent en établissement de santé, en particulier, en tout cas, tous ceux qui ont besoin d'accéder au DPI, donc à des services numériques en santé sensibles. Donc, ils n'y sont pas encore, mais on a la possibilité juridiquement de le faire. Ça fait partie des choses qu'on expérimente là aujourd'hui avec
15 établissements dans le cadre du projet HospiConnect, c'est d'enregistrer tous les gens qui ne sont pas dans le RPPS pour qu'ils puissent utiliser des moyens PreSanté Connect sécurisés. Et puis, on a un deuxième sujet qui, là, n'est pas encore tout à fait traité, mais qui est d'élargir encore l'utilisation de PreSanté Connect au-delà de ces professionnels qui sont dans le RPPS. Ça veut dire qu'on devra quand même les enregistrer dans un répertoire d'identité nationale pour leur fournir des équivalents de cartes CPX, on va dire. Et c'est une demande, effectivement, qui a émergé là, dans les expérimentations de déploiement du 2FA en établissement, qui est de dire, nous, on a aussi en établissement des fonctions support, on va dire, des acheteurs, des juristes, des informaticiens, etc., qui n'accèdent pas à un DPI dans le cadre d'une prise en charge, mais qui ont besoin d'accéder à des outils de comptabilité, etc., qui ne contiennent pas de la donnée sensible de santé, mais qui sont dans un système d'information hospitalier. Donc, typiquement, si on met en place un système de type SSO, on va avoir envie que tout le monde utilise le même moyen, si possible compatible avec PreSanté Connect, pour se connecter en SSO globalement au système d'information de l'hôpital. Donc, on a un travail qui est plutôt juridique aujourd'hui, qui est en cours, pour voir comment on va permettre à des professionnels, on va dire, des fonctions support, d'utiliser PreSanté Connect. Pour ça, c'est aujourd'hui, ils ne sont pas dans le périmètre juridique du RPPS, donc on a un petit travail à faire de ce côté-là. Le quatrième chantier, il a été évoqué à plusieurs reprises, c'est d'enrichir l'offre de MIE, donc avec les fameuses clés FIDO qui seront activables par carte ICPS, c'est-à-dire qu'un professionnel pourra s'acheter une clé FIDO dans une liste de clés FIDO compatibles avec PreSanté Connect qui sera publiée sur le site de l'ANS, et il pourra l'activer lui-même avec sa ICPS PreSanté Connect, et à partir de là, utiliser sa clé FIDO comme MIE 2FA. On a aussi au passage une nouvelle génération de cartes CPS qui arrive là, à partir de l'année prochaine avec quelques améliorations, donc la CPS V4. Ça reste une carte CPS. Et puis, on a les travaux que Florian a évoqués, ce qu'on appelle de FI tiers, c'est-à-dire que certains établissements qui auront conforme à un certain nombre de règles de sécurité, qui auront mis en place des solutions de SSO sécurisées, pourront devenir eux-mêmes fournisseurs d'identité de PreSanté Connect. C'est-à-dire que l'identité locale, qu'elle soit portée par une carte CPS ou par un autre MIE à 2 facteurs, pourra être directement reconnue par PreSanté Connect. C'est un système qui sera intéressant à plusieurs titres, mais en particulier, par exemple, pour l'accès au Dreambox, pour les systèmes d'imagerie médicale. Voilà. Et puis, on a un autre gros chantier qui est moins sur l'axe de la sécurité, mais qui est quand même important, puisque comme vous le constatez, PreSanté Connect devient un système de référence. On va avoir envie d'utiliser de plus en plus. Il a une limite, c'est qu'effectivement, pour que ça marche, il faut une connexion Internet. Et il faut qu'il soit donc disponible. Aujourd'hui, je l'ai dit, il est déjà en haute dispo, mais il y a des travaux qui sont prévus pour passer en hébergement double actif-actif. Je ne vais pas rentrer dans les techniques, mais ce qui va nous permettre de garantir progressivement une disponibilité de ce qui se fait de mieux aujourd'hui à l'état de l'art de PreSanté Connect. Voilà en quelques mots, en fait. Donc, je pense que ce qu'on peut retenir de ça, c'est que pour moi, la cible idéale aujourd'hui pour un établissement hospitalier, je dis bien idéal parce qu'il faudra, pour certains établissements qui n'auraient pas déjà une solution d'SSO, par exemple, probablement quelques mois ou quelques années pour l'atteindre, mais la solution idéale pour un établissement, c'est effectivement, de se doter de moyens d'identification qui permettent de faire du 2FA. Ça peut être des cartes CPS, ça peut être autre chose. Deuxièmement, c'est d'avoir des solutions de SSO qui limitent le nombre d'authentifications des professionnels dans leur exercice quotidien. Et le troisième niveau, c'est que ce système de SSO soit compatible avec PreSanté Connect, par exemple, avec un système de fournisseur d'identité tiers, c'est-à-dire que l'identité du SSO est reconnue à la demande par PreSanté Connect sans effort particulier du professionnel. Voilà, on est conscient que tout ça, ça prendra un petit peu de temps. C'est aussi pour ça qu'on pousse PreSanté Connect dans des cas où, effectivement, des établissements de plus petite taille, où il n'y a pas de SSO, où il y a très peu d'applications, on pourrait très bien imaginer qu'effectivement, l'accès au DPI soit fait directement par PreSanté Connect. En tout cas, c'est une exigence de la vague 2. Tous les DPI doivent permettre une authentification par PreSanté Connect, que ce soit en accès externe au SI, en accès distant ou à l'intérieur de l'établissement. On est d'accord que ce n'est pas idéal, il faut une connexion Internet, etc. Mais en tout cas, c'est au moins une possibilité à titre transitoire. Donc, on est arrivé malheureusement au bout du créneau, mais je ne sais pas si on peut encore... Oui. Il y a beaucoup de questions, on pourra y répondre peut-être. Oui, on va faire... Exactement, on va prendre les questions et de toute façon, l'objectif, c'est d'alimenter une FAQ qui sera disponible sur le site de l'ANS. On vous avait proposé quelques slides de rappel sur le mode R simplifié. On voit bien que voilà, avec la vague 2, on pose un certain nombre de concepts et une sémantique particulière autour du mode R, de PSC, de l'authentification de FA. On sent sur le terrain que voilà, tous ces sujets-là sont en train d'être compris petit à petit, mais c'est complexe et ça nécessite de prendre le temps d'expliquer
notamment les articulations logiques entre tout ça. Et donc, c'était vraiment l'objet de ce webinaire. Donc, on avait prévu quelques planches sur le modèle simplifié, mais qui sont des redites du webinaire du 24 septembre dernier. Donc, voilà, si vous ne savez pas ce que c'est que le modèle simplifié, l'objectif, c'était pas de l'expliquer ici en détail. Et je vous invite à aller regarder le webinaire du 24 septembre dernier qui est disponible en mode replay. De manière générale, ce webinaire aussi sera prochainement posté sur la page de la CNES avec le support associé si vous souhaitez le télécharger, avec le replay. Et donc, on clôture par ce thème authentification de FA le cycle d'accompagnement des établissements Vague 2 sur l'année 2024, mais on revient avec une nouvelle offre de service sur 2025. Voilà. Donc, c'est un sujet riche, complexe, et je pense qu'on sera amené à en reparler avec vous courant 2025. On espère qu'à travers ce webinaire, on aura quand même réussi à répondre à un certain nombre de questions et à vous remettre en visibilité le fait que c'est un chantier qu'il faut préparer dès à présent. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.